Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Axon Enterprise? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, taux d'horizon assez rapide ici. Axon, la finalité, c'est laquelle? Est-ce qu'elle pourrait faire partie de notre watchlist? Si oui, à quel prix? OK? Et donc, stabilité aux croissance des revenus. Croissance des revenus, pourquoi? Vous connaissez la chanson. Ensuite, stabilité aux croissance des marges brutes. Ici, on a à peu près une stabilité des marges brutes avec une croissance des revenus. Intéressant. Est-ce que la stabilité des marges brutes va avec la stabilité des marges EBITDA? On va se dire ici, c'est plutôt oui, mais on sait qu'on a un ensemble de questions à poser. Pourquoi, notamment, pourquoi est-ce qu'on a des marges EBITDA qui fluctuent aux alentours, pourquoi est-ce que les marges EBITDA diminuent à partir de 2014 et à partir de 2014, aux alentours de 2017, pourquoi on a plutôt ce creux-ci? OK? Donc, on a un ensemble de questions à poser. Donc, on a à peu près 3 phases. Une baisse, d'accord, et une accélération à partir de 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très important. Parce que si on n'a pas les raisons ici derrière cette décroissance-là, ça ne sert strictement à rien d'investir sur cette compagnie. OK? Parce que ça pourrait revenir. Si c'est quelque chose, si c'est par exemple, je prends un exemple simple, hein, si cette décroissance au niveau, parce que les marges brutes sont stables, si cette décroissance au niveau des marges EBITDA a été causée par une augmentation ici du poste marketing, d'accord? Par exemple, ici, on a augmenté la force de vente, etc. Et ça, pour booster ici les ventes de la compagnie, ça peut être temporaire. Est-ce que c'est un coût variable? Est-ce que c'est un coût fixe? Il faut toujours aller vérifier. D'accord? Qu'est-ce qui influence cette variation-ci? Est-ce que c'est un coût variable ou c'est un coût fixe? Notamment, vous allez aller regarder ça au niveau des dépenses opérationnelles. D'accord? Et donc ici, c'est questionnable. On a un ensemble de questions à poser derrière. Donc, on va donc comparer ici les marges, les free cash flow et les marges et les EBITDA. Enfin, excusez-moi, les free cash flow et les bénéfices nets. Et quand on le met sur le même graphique, d'accord, je constate ici que les free cash flow ont tendance à être un tout petit peu plus stables. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue énormément. Quand je compare les free cash flow et EBITDA sur le même graphique, on va le mettre comme ça, vous constatez ici qu'en 2020, l'entreprise a perdu de l'argent en termes de free cash flow. D'accord? Pourtant, on a des EBITDA qui sont plutôt stables. Ensuite, en termes de marge, en termes de d'EBITDA, on a perdu de l'argent en 2021. Pourtant, en termes de free cash flow, non. Quand on dit on a perdu de l'argent, on a un chiffre négatif en 2021. Pourtant, du point de vue free cash flow, on a quelque chose de positif. Donc, on n'a pas perdu d'argent en cette période-là. OK? Et donc, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui peut avoir influencé ces deux éléments-ci? Notamment, on peut avoir une variation aussi au niveau du besoin en fonds de roulement. Ça peut avoir une influence sur ce chiffre, sur le free cash flow. Donc, ça peut expliquer la différence. Mais on sait nous avons un ensemble de questions à poser derrière. Quand on compare les net income et les free cash flow, on va essayer de voir si les deux vont dans le même sens. Donc, je vais juste vérifier ça à nouveau. OK? Je le mets sur le même graphique. Elle a tendance à avoir des free cash flow plus élevés que les net income. OK? Donc, on s'appelle également ici une variation au niveau. On a peut-être la dépréciation amortissement plus élevée que la dépense en capital ici, mais il faut aller regarder ça en profondeur. Quand je regarde ici l'utilisation ici des actifs, donc les capitaux investis ici, donc on se rend compte que ce n'est pas trop extraordinaire, mais ça peut également être influencé par les intangibles. Alors, la raison pour laquelle moi je rajouterais cette compagnie en portefeuille, c'est parce que je la connais un tout petit peu plus au-delà des chiffres. Axon Enterprise ici, c'est simple, hein. Je pense que vous avez déjà vu les produits. Vous connaissez les produits de cette compagnie? Le fameux Taser, par exemple. Avant, elle s'appelait Taser International. OK? Et donc, elle ne fabrique pas que des tasers, d'accord? Vous avez des caméras, mais surtout la partie logicielle qui vient avec les caméras. Et surtout, le taser, c'est bien. Mais le vrai business, vous savez, c'est quoi? La vente ici on vend ici des... Comment on appelle ça? Parce que le taser, il ne fonctionne pas comme ça, il faut le recharger de temps en temps. D'accord? Donc, ça vient également ici. C'est un peu comme un business à la Razor Blade, on va le dire comme ça, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Razor Blade, je vais mettre ça, Razor Blade Business Model. D'accord? Parce que vous pensez souvent que les business models, oui, bien sûr, les business models, ça dépend ça dépend de la stratégie derrière. Le Razor Blade, ici, c'est simple, hein. Vous voyez les rasoirs, gilettes, etc. En fait, c'est pas cette affaire-ci, ce truc-là, comment on appelle ça?
voyez, quand on prend, voilà, là, c'est pas le rasoir qui coûte cher. Donc, ce bâton-là, c'est pas lui qui coûte, il coûte pas cher. Le vrai business, c'est la vente de ses recharges. C'est ça qui coûte cher. D'accord? Parce que ça, c'est utilisable pendant un certain temps. Après, tu enlèves l'embout et tu rachètes autre chose. C'est ce qu'on appelle le Razor Blade Business Model. C'est un peu comme les imprimantes, c'est la même chose. L'imprimante ici, c'est pas ça le vrai business, en fait, la vente d'imprimante. Non, c'est la vente de recharge derrière. C'est ça le vrai business. Donc, si, en lisant les rapports financiers de Axon, vous remarquez ici que l'entreprise ne vend, une fois qu'elle a vendu ici les tasers en question, elle ne vend plus rien derrière, pas de recharge ni quoi que ce soit. On va s'entendre que c'est un achat ponctuel. On veut à peu près des achats récurrents. Et donc, moi, j'aime bien Axon ici. Et elle va je pense que dans les années à venir, on va avoir tendance à avoir une augmentation ici du retour sur les capitaux investis. D'accord? Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait quelque chose de plus en plus élevé dans le futur. De toute façon, vous pouvez voir ici que séquentiellement, ça commence à augmenter. OK? Je dis bien séquentiellement. OK? Si on la prend au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que ça donne? Nous avons une entreprise en croissance. Nous avons des marges brutes qui sont à peu près stables. Même si on a une variation au niveau des marges EBITDA et voilà, des marges de free cash flow qui sont à peu près correctes ici, combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour cette compagnie? Il paye évidemment au-delà de 25 fois les bénéfices à cause de cette croissance-là. Mais tôt ou tard, la croissance va finir par ralentir. Donc, cette compagnie, est-ce qu'elle a des bénéfices prévisibles? Ajustés, bien sûr. On parle des bénéfices prévisibles. Vous voyez ici qu'en termes de free cash flow, on s'attend à quelque chose de plus en plus élevé. Donc, ça peut être déjà assez encourageant. Et donc, si on prend à peu près ce 75% du temps ici, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Je rappelle que vous avez 25% de réduction en passant par mon lien d'affiliation pour Fastgraph. Ça vous permet ici de voir rapidement si une entreprise est intéressante ou pas. D'accord? Assez rapidement, en un coup d'œil. J'aurais pu faire cette vidéo aussi en moins de 3 minutes, littéralement. Et ici, on constate quoi? Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? On a dit ici oui. Depuis combien de temps? On voit ici que les analystes, c'est bien de savoir à peu près, oui, les analystes s'attendent à peu près à ça. Mais est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? D'accord? Donc, ça nous permet de savoir si l'entreprise est prévisible. Et ça, c'est important pour nous. La prédictabilité d'un business, c'est important. Voilà, on va le dire comme ça. On veut à peu près une entreprise qui a des bénéfices récurrents. D'accord? Ici, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Ensuite, quand on regarde le forecast ici, nous avons tendance ici à être de plus en plus optimiste. Il y a 6 mois, c'était 5,52 $. Là, c'est 5,69 $. Je n'ai pas regardé le nombre d'actions sur le marché en date d'aujourd'hui. Nous avons un nombre d'actions qui augmente. Et donc, quand j'ai un nombre d'actions qui augmente, alors que j'ai des bénéfices nets par action qui augmentent également, ça veut dire que en termes de volume, le bénéfice augmente en termes de volume également, plus rapidement que le nombre d'actions. Mais déjà, le nombre d'actions qui augmente, je n'aime pas ça. Je veux une entreprise qui rachète ses actions. Donc, il y a une question ici, pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente? OK? Ensuite, EBITDA sur free cash flow, inférieur à 5. On a quelque chose, on n'a pas de chiffre positif ici, donc on a quelque chose, nous avons une dette nette inférieure à 0, donc on a du cash net. OK? On a du cash net. Donc l'entreprise n'est pas endettée, donc elle a la capacité de souffrir. On aime également ça. Si on prend en considération les bénéfices attendus en 2026, à 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près $165, $166 à l'action. Je ne paierai pas plus de $166 l'action pour cette compagnie. D'accord? Donc pour moi, je vais rester sur les lignes de côté. Donc on va dire ici que ouais, mais le prix augmente, etc. Non, il faut faire la différence entre le prix et la valeur. La seule raison pour laquelle je vais acheter cette compagnie-ci à ce prix, c'est, disons qu'on s'attend à une croissance en moyenne de 20% en moyenne juste pour les 10 prochaines années. Pourquoi pas? Parce que si on s'attend à une croissance en moyenne de 20% sur les 10 prochaines années, en prenant comme référence ici l'année 2024, ok, donc un point, ça donne à peu près ici, multiplier le chiffre en question par 6.2, donc 6.19 si vous voulez, voilà, 4.44, ça donne combien ici? Ça donne à peu près $27 l'action. Donc d'ici 2034, on s'attendra peut-être à $27 l'action. Et si c'est le cas, disons à 25 fois les bénéfices, si on garde à peu près le même niveau, ça reviendrait ici à doubler à doubler ici le prix d'ici 2034, soit une performance globale annualisée de 8,5%. Et s'il y a une erreur, ne serait-ce qu'au niveau de la croissance, ça, ce n'est pas bon. Donc, vous comprenez pourquoi je n'aime pas extrapoler. J'aime l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et si vous pensez que ça ne va jamais arriver, ne vous inquiétez pas. Il y a énormément d'exemples ici. Je pense que ceux qui nous suivent sur la chaîne savent littéralement qu'on a eu des entreprises de croissance ici qui ont eu tendance à venir nous rechercher à un prix correct.
D'accord? Toutes les entreprises de croissance vont avoir tendance à avoir un problème tôt ou tard. Et dès le moment où la croissance ralentit, si le marché s'attend à 20%, vous produisez 18%, boum, la chute est monumentale. Enfin, la baisse est monumentale. En une journée, vous pouvez avoir moins 20%. On ne veut pas se retrouver dans ce genre de situation. Ça ne veut pas dire également que c'est pas parce qu'on va l'acheter ici à 165 $ l'action qu'on ne peut pas l'avoir ici, qu'on ne peut pas descendre jusqu'à 86 $. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va baisser. Tout ce qui m'intéresse, c'est jusqu'où on peut aller. Et quels sont les éléments qui sous-tendent cette hypothèse-là? Les éléments quantitatifs et qualitatifs, les deux doivent aller dans le même sens. D'accord? Ici, si je mets 166 $ à l'action, on n'a pas je laisse même le cash net ici. Donc, admettons, si on a du cash net de combien en date d'aujourd'hui? Ici, c'est 166 $, plus le cash net actuel. On a du cash net de combien? Cash net de voilà, 166, ça fait à peu près 170 $. Disons, on va rester à 166 $ ici. Donc, tant qu'on ne vient pas me chercher à 166 $, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que cette compagnie mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr. En tout cas, moi, je la mets dans notre watchlist. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je fais? Axon, je mets mon 166 $ ici. Évidemment, je devais même 170, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais mettre 170 $ parce qu'elle a 4 $ de cash net ici, pas action. Et donc, on remarque ici que Axon, on aimerait avoir un prix un peu plus bas que ça. Et donc, on va vous dire ici qu'elle est 44% surévaluée. Donc, par rapport à l'estimation qu'on a appliquée ici, vous avez à peu près les éléments quantitatifs. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous pouvez avoir accès à cette watchlist-ci, plus les mises à jour qui viennent avec. En passant par le lien en description de la vidéo, vous avez 50% de réduction sur l'ensemble de ces éléments-ci. Si vous voulez les notes d'analyse sectorielles également ici, vous pouvez les avoir à ce niveau-ci, plus les notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, m'intéressent, ainsi que le suivi qui va avec. Par exemple, si Meta m'intéresse, je vais avoir tendance à la mettre. Par exemple, Meta nous intéressait, d'accord? C'est une vieille entreprise qu'on a en portefeuille depuis très longtemps, donc on l'a mentionné dans les notes d'analyse. On a eu tendance à faire également le suivi derrière, parce que je continue à penser que Meta est sous-évalué, et je donne mes arguments qualitatifs. Et maintenant, si vous avez des questions, on peut en discuter, mais au-delà des chiffres, parce que c'est ça qui nous aide à tenir. Les chiffres, c'est bien, mais ça vous permet de commencer, mais à long terme, ça ne vous permet pas de tenir. On a vu Verallia aujourd'hui, moins 15%, etc. Est-ce que ça vaut la peine de faire une vidéo quantitative sur Verallia, etc. Surtout qu'on a fait une note d'analyse ici. D'accord? Si on retourne à peu près allez-y, tapez juste emballage et Top Invest. Vous allez voir ici qu'on parlait d'inventaire à cette période-là. OK? Réduction des inventaires auprès de nos clients finaux, etc. Mais ce n'est pas une vidéo sur Verallia. Juste façon de vous dire ici que c'est important de se plonger dans le secteur d'activité, comprendre à peu près comment ça se passe. OK? Quelles sont les tendances actuelles? D'accord? À court terme et à long terme. D'accord? Quand on parle de tendance, ça peut être positif comme négatif. Et donc, vous avez tout ceci avec les analyses sectorielles et où je passe mon temps à lire les rapports financiers sur les différentes entreprises qui vont dans le même secteur d'activité. Par exemple, comme Axon. On a lu sur General Electric. Vous avez également ici Rateon, etc. Ce sont des entreprises que j'aime bien. Ça vous permet d'avoir une idée générale sur le secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions, on peut y répondre uniquement dans le service Top Premium. D'accord? En description de la vidéo. Donc, Axon, dans notre watchlist, on a le price target ici. Maintenant, on attend patiemment, sauf si notre avis change du jour au lendemain parce qu'on aura à peu près une croissance de plus en plus élevée, la taille du marché, etc. Mais pour le moment, je patiente. Mais pas avoir la croissance en question peut être assez, surtout la croissance au-delà des États-Unis, c'est possible. Pourquoi pas? C'est possible. En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.